Et ce soir, nous retrouvons Karine Bécher-Golovko. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. On l'a vu donc dans ce dossier. L'armée russe a progressé d'environ 725 km² en novembre, du jamais vu depuis mars 2022. Comment expliquez-vous cette avancée ? Il y a effectivement l'accumulation de certains facteurs favorables qui jouent pour la Russie objectivement aujourd'hui et l'on voit une fatigue grandissante de l'armée atlantico-ukrainienne, en tout cas dans sa composante ukrainienne. On voit aussi la limite que peut avoir de mener une guerre par proxy, comme le fait l'Occident, puisque ce n'est pas une guerre qui est conduite entre l'Ukraine et la Russie, mais c'est bien une guerre qui est conduite en Ukraine contre la Russie, puisque les armes sont fournies par les pays de l'OTAN, les soldats sont formés par les pays de l'OTAN, sans compter l'artillerie et les missiles moyenne portée ou longue portée qui ne peuvent évidemment pas être maniés par les Ukrainiens. Donc, il y a ici un point de rupture que la Russie a réussi à atteindre et se pose finalement derrière la question pour les pays de l'OTAN, à savoir comment continuer et quoi faire, puisqu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre ce conflit. C'est un conflit qui a une dimension existentielle pour eux. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser la Russie gagner, mais ça ne veut pas dire que la victoire ne peut se gagner que de manière militaire. Pour la Russie, la victoire doit être militaire au minimum, mais l'Occident globalisé peut particulièrement avoir intérêt actuellement à utiliser d'autres armes. Ces armes peuvent être celles de la négociation politique. D'ailleurs, l'objectif principal de cette intervention russe en Ukraine, c'était d'ailleurs la démilitarisation et la dénazification des responsables ukrainiens. On l'a vu également dans ce dossier, les Russes revendiquent de nombreuses localités ou contrôlent de nombreuses localités à l'est, notamment de Pokrovsk. Ils sont d'ailleurs qu'à 5 km de cette localité. Pourquoi cette région est-elle si importante ? Il me semble que si l'on se place du point de vue russe, je dirais que chaque région est importante, que chaque terre est importante, puisque, comme le président russe le rappelle, et l'a encore rappelé aujourd'hui devant les personnes blessées, c'est que c'est une guerre de libération de la terre russe. Donc on ne peut pas dire qu'un morceau de terre soit plus important qu'un autre. Et il faut bien comprendre que la Russie s'engage désormais dans cette logique et elle commence à l'assumer de plus en plus, que c'est une logique qui était évidente pour les gens qui sont partis se battre dès le début. Pour eux, ils libèrent cette terre qui historiquement est russe, ils reconstituent le monde russe et c'est pour ça que chaque terre est importante et c'est pour ça aussi que l'on voit quand même les gens aussi dans ces régions largement attendre la Russie et l'armée russe, ce que même les Ukrainiens reconnaissaient lorsqu'il disait que malgré toute la propagande, il n'arrive pas à retourner les populations locales. Donc il y a bien ici une dimension politique et générale qui va bien au-delà en fait de chaque morceau de terre. Il y a évidemment des zones qui sont stratégiquement et militairement plus importantes parce que ça bloque des nœuds d'approvisionnement de l'armée atlantico-ukrainienne, parce que ça complique le travail de cette armée atlantico-ukrainienne. Mais je dirais que d'un point de vue stratégique et d'une manière générale, ce qui donne en fait l'âme à cette armée russe justement de pouvoir reprendre ce territoire, c'est l'idée que chaque morceau de terre est sacré parce que c'est une terre russe. Et en parallèle, Madame Golovko, nous avons assisté ces derniers jours à un véritable ballet diplomatique des dirigeants occidentaux en Ukraine, notamment celle de Olaf Scholz à Kiev, l'Allemagne qui dévoile une nouvelle aide militaire à Kiev d'un montant de 650 millions d'euros, donc d'aide militaire à Kiev. Comment expliquer ces aides multiples face à une progression fulgurante des troupes russes?
Justement, les pays de l'OTAN se trouvent face à un dilemme. C'est que soit ils doivent fournir de plus en plus d'armes à l'Ukraine afin d'essayer au moins de faire contrepoids et au minimum d'essayer de freiner, de bloquer l'avancée de la Russie, soit monter en intensité dans les armes, soit devoir finalement intervenir eux-mêmes. Et cela avec l'incertitude au départ de Biden et à l'arrivée de Trump, même s'il ne faut pas se Mhm. faire trop d'illusions sur l'arrivée de Trump, il y a de fortes chances pour que finalement, à l'égard de la Russie, cela change très peu de change. L'on voit Et que pourtant le nouveau locataire de la Maison-Blanche, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a promis de régler ce conflit en l'espace de quelques heures, en 24 heures, pour reprendre ces termes. la question étant de savoir de quelle paix il va s'agir, parce que s'il a promis la paix en 24 heures, il n'a pas promis de faire des concessions à la Russie. Donc ici aussi, il me semble prudent en tout cas de faire attention aux choses. Ce dont on entend parler jusqu'à présent, ce n'est pas du tout une volonté de paix, c'est-à-dire d'un règlement stratégique du conflit, mais il s'agit beaucoup plus d'un gel du conflit temporaire, avec la question qui se pose d'une protection, entre guillemets, du territoire restant ukrainien par les pays de l'OTAN, c'est-à-dire en fait d'une occupation directe cette fois-ci, alors que jusqu'à présent, justement, les pays de l'OTAN hésitent à envoyer directement des troupes au sol afin de ne pas se retrouver directement trop engagés. Et vous Par, avez, oui. par ailleurs, le fait que la Russie ait répondu avec le tir du missile Rechnik a changé la donne et rebattu l'écart justement en termes de stratégie militaire. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, s'il y a négociation, il y a de fortes chances qu'il y ait négociation, puisque rappelons même que les accords de Minsk en 2014, non, derrière 2014, en 2015-2016, ont été lancés justement lorsque la Russie, l'armée du Donbass, soutenue par la Russie aussi, en tout cas techniquement, avançait extrêmement vite. Et le crash du Boeing a permis de bloquer complètement la situation, ce qui a conduit à une guerre beaucoup plus violente en 2022. Il y a une Oui. volonté de gel du conflit, puisque, comme vous le dites, il y a une fourniture d'armes, il y a une incertitude politique, mais cela ne produit pas d'effet sur le terrain. Donc, il y a effectivement cette volonté d'introduire cette carte politique, ce qui ne veut pas dire la recherche de la paix, ça veut dire la recherche de conditions qui seront favorables derrière afin de finir le travail, en Et quelque puisque sorte. vous évoquez justement, Karine Bécher-Golovko, un éventuel gel de ce conflit par l'administration Trump, cela pourrait se traduire par un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, aujourd'hui, pourrait-il servir à donner plus de temps et plus de moyens pour mieux armer l'Ukraine? C'est exactement en effet ce qui est envisagé et même ce qui est dit ouvertement, puisque les Ukrainiens et les experts, on va dire occidentaux, déclarent qu'il s'agit effectivement de négocier un cessez-le-feu sans la reconnaissance territoriale des territoires qui sont entrés dans la Fédération de Russie, avec simplement une reconnaissance de facto, ensuite garantie par une présence d'un certain contingent international de la paix sur le reste du territoire ukrainien, ce qui veut dire une occupation qui est prévue environ de 100 000 hommes si on en croit le renseignement extérieur russe. Et alors que la Russie a expliqué que cette solution était absolument inacceptable et inenvisageable pour elle, le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'effectivement, en cas de cessez-le-feu, il faut bien garantir, entre guillemets, cette paix très relative. Il faut donc envoyer des hommes. On se souviendra parfaitement du rôle qui a été joué lors de ce même cessez-le-feu à l'époque dans le Donbass Mhm. par les représentants de l'OSCE qui ont largement pris le parti de l'Ukraine et Oui. qui fournissaient même des renseignements. Il y a peu de chances pour que cela se passe différemment aujourd'hui. Donc oui, effectivement, il s'agit bien de la nécessité et de poser un territoire et de reprendre le contrôle presque physique d'un certain territoire, de bloquer l'avancée de l'armée russe et de reconstituer une armée sous drapeau ukrainien qui puisse se battre afin d'éviter de devoir envoyer formellement et officiellement des hommes se battre
de la part des pays de l'OTAN, puisque avec le missile Areshnik, ils se sentent beaucoup moins en sécurité et beaucoup moins en impunité, et de leur mettre une espèce de casque bleu sur la tête en disant mais pas du tout, ce n'est pas du tout une intervention directe militaire, c'est une opération de paix. Et justement, enfin, en plus des armes promises, Kiev réclame aujourd'hui environ une vingtaine de nouveaux systèmes de défense antiaérienne à l'OTAN. En quoi cela pourrait-il changer la donne sur le terrain? Strictement rien, mais ça peut compliquer effectivement, puisque comme la Russie l'a dit, elle ne va pas utiliser non plus son nouveau missile pour un oui et pour un non. Donc ça peut jouer effectivement, ça freine l'efficacité des missiles classiques, et ça c'est tout à fait normal. Mais ça ne changera rien, comme l'arrivée des chars n'a rien changé, comme les avions de chasse qui osent pas trop être utilisés n'ont rien changé non plus, comme finalement les Occidentaux hésitent, en tout cas pour l'instant, à recommencer les tirs en profondeur en Russie de missiles de pays de l'OTAN malgré l'autorisation qui a été donnée. Mhm. Donc c'est une guerre c'est un long processus, et il me semble qu'il ne faut pas croire que l'arrivée d'une nouvelle technologie ou l'arrivée d'un nouvel armement va pouvoir radicalement changer la donne. Dans une guerre, il y a différents facteurs qui se cumulent. Il y a effectivement le facteur armement qui est extrêmement important. Il y a aussi le facteur des hommes qui est important, et Mhm. leur quantité et la qualité de leur formation et leur morale. Parce que si l'armée russe sait pourquoi elle se bat pour le monde russe. Les mercenaires qui sont envoyés en Ukraine, les Ukrainiens qui sont fatigués, qui commencent à pas très bien comprendre pourquoi ils se battent. On peut se poser la question de leur motivation à long terme aussi. Donc cette pause, Et- ils en ont oui. besoin en fait pour redonner un petit peu de cœur à l'ouvrage aussi. Donc tous ces différents facteurs font qu'à terme, un camp ou un autre peut gagner la guerre. Et on voit très bien que les Atlantistes actuellement ont besoin de mettre une pause en place afin de pouvoir rebattre les cartes et de mettre en place d'ici quelques années des facteurs beaucoup plus favorables à la reprise d'un conflit de leur côté. Et justement, en fournissant plus d'armes, plus de munitions à Kiev, quel est l'objectif véritable de l'OTAN aujourd'hui? En d'autres termes, à quoi joue l'OTAN aujourd'hui? L'OTAN n'a qu'un seul objectif, c'est de vaincre, et c'est d'écraser la Russie. Donc, il me semble assez faux de dire que l'OTAN veut gagner du temps, dans le sens où il veut faire durer la guerre. L'OTAN, les pays de l'OTAN ne veulent pas faire durer la guerre. Et s'ils pouvaient la remporter demain, la victoire, elle finirait demain la guerre pour eux. C'est pour ça aussi qu'il faut faire attention aux paroles de Trump, hein, de ce point de vue. Est-ce que lui n'a pas envie de gagner la guerre en 24 heures? Et dans ce cas-là, quels moyens serait-il prêt à mettre en œuvre? Ça aussi, c'est une question qui serait importante de se poser. Et pendant ce temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame une adhésion, hein, à l'OTAN, considérée comme une menace inacceptable pour le Kremlin. Une adhésion à l'OTAN est-elle envisageable aujourd'hui pour l'Ukraine? S'ils veulent déclencher réellement une troisième guerre mondiale et que la Russie, dans ce cas-là, réellement passe à l'offensive, Ce ce serait une qui éventuelle conséquence selon vous? direct, hein, absolument direct. Comme vous l'avez à juste titre rappelé, la Russie a commencé cette opération militaire justement afin d'obtenir la neutralité et la dénazification de l'Ukraine, ce qui veut dire la sécurité à ses frontières, qui ne peut être garantie que par un territoire qui resterait non agressif à ses frontières, ce qui impose un changement d'élite politique pour la dénazification, et ce qui importe l'absence d'une armée capable de se battre pour la démilitarisation. Alors soyons réalistes, si l'Ukraine rentre dans l'OTAN, quel que soit le morceau de l'Ukraine qui entre dans l'OTAN, c'est-à-dire que la Russie aura à ses frontières une zone militarisée qui sera de plus en plus intensément militarisée et qui n'attendra qu'une chose, c'est de reprendre le combat. Donc, pour la Russie, c'est effectivement absolument inacceptable. Et quel que soit le scénario, parce que l'on avance maintenant le scénario allemand, c'est-à-dire avec une reconnaissance en fait de facto du territoire
sous contrôle formellement de Kiev, juste ce territoire entrerait dans l'OTAN, mais ça ne change rien au fait qu'il s'agit d'une non-neutralité. Et quel que soit le scénario envisagé, notamment celui de la Finlande, puisque quand on parle du scénario de la Finlande, on parle d'un scénario qui est celui en fait de promesses de neutralité qui ont été tenues quelques années et qui finalement derrière, après la chute de l'Union soviétique, ont été violées, et pour finalement conduire à l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. Donc on voit bien que c'est derrière une perspective conflictuelle. Autrement dit, il n'y a pas de perspective de négociation, et pour être très honnête, il n'y a pas de perspective de neutralité, de dénazification de l'Ukraine en dehors de la Russie. Et comme on le voit historiquement, les quelques fois où l'Ukraine a été sortie de la Russie, c'est-à-dire après la chute de l'Empire russe et quelques années d'occupation nazie lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est des moments où l'Ukraine a été instrumentalisée par l'Occident contre la Russie. C'est exactement ce qui se passe. Les seuls moments où l'Ukraine a pu prospérer, se développer normalement comme territoire, à dimension variable d'ailleurs, c'est lorsqu'elle était, dès le départ, au sein de l'Empire russe, de la Russie, puis de l'Union soviétique. Et ça aussi, c'est une leçon de l'histoire qui serait bon de tenir. Karine Bécher-Golovko, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou.